Bonjour Stéphane de Groot. Bonjour. En ce moment à l'affiche de La Vérité, avec des partenaires incroyables, Sylvie Testu, et puis aussi Clotilde Courreau, une pièce de Florian Zeller qui vient d'entrer à l'Académie française. Mais Oui. là, ce qui est magnifique, c'est de vous retrouver en librairie. Parce que c'est vrai qu'on avait adoré Voyage en Absurdie, qui est un best-seller. Et là, on trouve un Stéphane de Groot dans ses souvenirs, intimes comme peut-être jamais. L'envie de se raconter. Mais en fait, non. C'est mon éditrice qui avait envie pour moi. Je ne trouvais pas l'intérêt de me raconter, d'expliquer que j'aimais les radis et que j'aimais manger des pâtes. Donc c'est elle qui m'a convaincu de raconter ce parcours de vie peut-être un peu singulier, effectivement. Alors, ce qui m'importait surtout, c'est de convoquer le lecteur et de pouvoir lui dire comment moi j'avais vécu mes drames, mes bonheurs qu'on a tous vécus. Et donc j'ai essayé de faire un livre où je compte. Ouais. Plutôt que je me raconte. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça nous ramène au désir de vie qu'il y avait en vous, Stéphane. Le désir que tout est possible, au fond. Le gamin qui se dit, je peux être pilote de course, quoi. Mais c'est-à-dire que si gamin, on ne se promet pas d'aller sur la Lune, c'est pas à 97 ans qu'on va y aller. Donc oui, je pense qu'il faut que le gamin que nous sommes tous à un moment donné doit s'autoriser à rêver d'aller conquérir le monde, et en tout cas son monde à lui. Je pense que c'est un obligé pour se réaliser. La vie est faite de mouvements, et la vie est faite pour ça, pour la goûter, pour la vivre. Donc effectivement, moi, le gamin que j'étais avait envie d'être pilote de course, comédien, pompier, enfin j'avais envie de faire tout, de tout faire. Donc effectivement, ça a été le moteur. Et vous avez raison de dire que rien n'est impossible, bien sûr. Rien n'est impossible. On va entendre une chanson là dont vous parlez d'ailleurs dans le livre. Il faut quand même le dire, ça s'appelle « En mémoire de mes souvenirs ». Et ça, c'est une voix qui a compté pour vous. Écoutez ça. Porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. C'est évidemment Jacques Brel. Alors vous, en Belgique, enfance rêvée d'une impossible étoile comme Brel, c'était quelque chose. Hein. Partir où personne ne part. Et c'est vrai. En fait, je pense que ça a conditionné les paroles de Brel, la manière de parler, d'envisager la vie, a changé la mienne. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, il a raison. Il a raison qu'il faut se porter, il faut quitter l'endroit où on est assis pour aller quelque part, pour aller visiter un ailleurs. On n'est pas fait pour rester là planté. La terre tourne et nous aussi, on doit tourner. Et donc, ça a conditionné ma vie. Et Brel, pour moi, fait partie de ces gens, comme d'autres, dont je parle dans le bouquin, qui m'ont éclairé sur la voie à suivre. Et partir où personne ne part. C'est-à-dire qu'il faut aller explorer, s'explorer soi-même. Ouais. En fait, c'est ça, c'est faire déjà le tour de soi-même, donc de se mettre en danger. Je pense qu'on ne réussit rien si on ne prend pas le risque d'échouer, de toute façon. Oui, c'est ce que raconte ce livre, hein, Stéphane. Et c'est vrai que, bon, il y a Brel, mais il y a aussi Louis de Funès. Mais oui, dans bien l'enfance. sûr. Parce que quand je suis adolescent, je ne suis pas très bien dans ma peau, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs, et j'essaye de me faire aimer des autres. C'est ce qu'on a envie, enfin on est fait pour ça, pour aimer les autres, pour se faire aimer, et je me sentais complètement en décalage. Et Louis de Funès, qui faisait rire, je voyais qu'il était aimé. Et donc je me suis dit, pour être aimé, je dois faire Louis de Funès, je dois faire rire, enfin je dois essayer de faire rire. Donc lui m'a donné envie de faire ce métier-là. Et puis il y avait la flamboyance du pilote de course, avec Gilles Villeneuve qui se tue sur un circuit en Belgique. Il fait la une des journaux, et je me dis, mais c'est flamboyant, c'est un chevalier des temps modernes, donc j'ai aussi envie d'être un chevalier. Et puis, deux métiers très différents. Et en fait, c'est Jean-Louis Trintignant, qui était pilote de course et comédien, qui m'autorise, en ayant fait lui-même le choix de ces deux, enfin, en n'ayant pas fait le choix, en ayant fait le choix de faire les deux, je me dis, mais s'il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Donc, je parle beaucoup de tous ces gens qui ont conditionné ma vie, Brel, Trintignant, De Funès, Villeneuve, et puis d'autres qui m'ont aidé. Jacques, bien sûr, champion mythique, qui a contribué aussi à mettre cette petite graine qui a germé en moi et qui m'a donné envie d'aller quelque part. Et donc j'ai exploré beaucoup de quelque part, et c'est ce que je raconte. Oui, ça va être d'abord les voitures, la course,
Et puis la course va amener au métier d'acteur. Et finalement, vous dites les deux, j'aurais pas fait l'un sans l'autre. Mais parce que c'est assez similaire, c'est-à-dire que je pense qu'un pilote de course, il offre un spectacle sur un circuit, alors que le comédien, il offre un spectacle sur une scène. Il y a la montée d'adrénaline, il y a l'excitation de ce qu'on entreprend, il y a un public, il y a un costume. Il y a plein de choses qui sont assez similaires. Donc, mais de toute façon, vous venez de le dire, il n'y aurait pas eu l'un sans l'autre. Il n'y aurait pas eu tous ces gens que j'ai rencontrés qui m'ont amené à gravir une marche de plus. C'est ce que je raconte aussi, c'est l'importance de l'autre. D'ailleurs, l'autre est essentiel dans ce qu'on est. Vous vivez seul sur une île déserte, vous ne savez pas si vous êtes grand, petit, intelligent, drôle, pas drôle. On a besoin du regard de l'autre. C'est comme en photographie, c'est un révélateur. Donc l'autre est un bain dans lequel on glisse sa photo pour se révéler à soi-même. Ouais. Et j'ai eu envie, à cette occasion de cette écriture, de rendre hommage à tous ces gens que j'ai rencontrés et qui m'ont amené à un endroit qui est celui-ci. Ouais, il y a Sibylle, Michel, on va découvrir dans le livre un peu qui sont tous ces personnages. Il y a aussi Saïda, le premier baiser. Oui, mes parents étaient séparés. Le week-end, j'étais chez mon père. Il y avait une jeune fille qui était là, qui était une jeune fille au père. Et il y avait un décalage d'âge énorme. Elle avait 23 ans, moi j'en avais 12. Et effectivement, c'est elle qui a pris l'initiative de me faire découvrir ce que c'était qu'une femme. Et donc je ne pensais pas raconter ça. À un moment donné, la plume, elle déverse ses souvenirs. Donc j'ai suivi la plume qui voulait raconter ça, puisque ça faisait partie de mon histoire. Vous savez, ce livre et ce que je raconte de ma pomme, c'est un puzzle. Et donc, il fallait que je mette toutes les pièces pour que ce puzzle ressemble à quelque chose. Oui. Et donc, effectivement, cet épisode très intime, auquel je ne pensais pas consacrer un chapitre, enfin quelques pages du moins, est venu naturellement pour compléter le tableau. Alors après, il y aura des amours plus construits et puis aussi des ruptures, des mots très forts. Nous décomptions les lunes avant d'espérer nous étreindre à sa lueur. Et puis, comme tous les espoirs, comme toutes les lunes, comme toutes les étoiles, eh bien, ces étoiles meurent. Et là, on trouve des mots aussi pour raconter ce qu'est un chagrin d'amour. Alors, au lendemain de ce chagrin d'amour, j'ai écrit, j'avais besoin d'écrire. Je pense qu'on a tous besoin, au lendemain d'un traumatisme amoureux, de s'exprimer. D'ailleurs, vous, les gens qui nous regardent, combien d'amis on n'a pas appelé sans cesse pour faire part de notre tristesse, de notre peine, et ils étaient saoulés par notre discours qui revient de manière récurrente. Donc j'étais confronté à ça. Je parle de ça, parce que c'était vraiment une épreuve, un moment très très particulier dans ma vie, dans la vie de tout le monde, quand on vit ça. Donc j'ai eu besoin de l'écrire. Donc je l'ai écrit au lendemain de cette rupture, puis je l'ai rapatrié dans ce livre, parce qu'effectivement, c'était un moment très très particulier, empreint d'une émotion forte, et j'ai eu besoin, pour me guérir de ce trauma, de le raconter. Oui, et aussi une lettre d'amour bouleversante à la première des femmes de votre vie, votre maman, au moment où elle s'en va. Et ça, voilà, on peut mettre des mots. J'ai eu besoin de mettre des mots parce que je la voyais partir et chaque jour, je rentrais chez moi et le soir, j'écrivais. J'écrivais ce que j'avais vécu dans la journée et ce que je supposais vivre le lendemain. Et donc, c'est venu aussi, ces mots-là étaient nécessaires à coucher sur ce papier parce que ma mère a contribué à ce que je puisse faire tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, c'est la première d'entre elles, c'est la première femme d'entre nous tous, la maman. Je dédie d'ailleurs ce livre à la mémoire de ma mère. Et donc oui, je lui écris une lettre, je lui pose des mots d'amour. Il y a beaucoup de pudeur parfois entre un père, une mère par rapport à ses enfants. Je crois que je lui ai jamais vraiment dit en face que je l'aimais. Et donc j'ai profité de ce livre pour lui dire. Ouais. Et c'est vrai, et ce livre, il dit « Ouais, je suis pas parfait, ouais, je suis pas un acteur fantastique, je suis pas un pilote de course fantastique, mais voilà, je fonce. » Et alors, ça me fait penser à la première scène de cinéma. Alors, ça s'appelait Mina Tannenbaum avec Elsa Silberstein. Et là, c'est une catastrophe. Bah oui, mais j'étais pas du tout encore dans le métier. C'est un directeur de casting qui avait appris que je voulais peut-être faire du cinéma, mais j'étais encore à l'époque pilote de course, donc je me retrouve à côté d'Elsa Silberstein dans une scène où je devais dire un texte, et je suis épouvantablement mauvais, et donc forcément qui coupe la scène au montage. Et puis la vie a fait que Elsa est devenue ma partenaire la plus récurrente au cinéma. Donc oui, et alors quand vous dites que je me trouve
pas forcément le plus grand acteur du monde ni le plus grand pilote, c'est la première phrase du bouquin. J'ai mis longtemps à trouver la première phrase, ça a mis 6 mois. Et oui, c'est vrai, c'est-à-dire que je me suis planté à bien des endroits, mais j'en suis heureux, parce que ça m'a permis de repousser ailleurs, de planter tous ces échecs. Ça m'a permis de construire et de fabriquer, de faire pousser presque une forêt dans laquelle j'aime bien me balader, oui. Vous dites même ces mots, je n'étais l'architecte de rien d'autre que de mes illusions. Puis vous dites, j'ai tout fait. J'étais au Club Med, j'ai fait de l'acteur, mais au fond, comme d'autres choses, comme de l'impro, mais au fond, tenter, quoi. Tenter, mais c'est Brel. Voilà, tenter l'impossible rêve, c'est... moi, je pense que j'étais pas fait pour être pilote à la base. C'est après que je me suis découvert pilote. Au début, je conduisais vite les voitures de course que j'avais été chercher et que j'avais entre les mains. J'ai mis du temps à gagner des courses et des championnats. Et au début, j'étais un conducteur rapide sur les circuits, et après, je suis devenu pilote de course. Comédien, c'est pareil. Quand je dis que j'étais pas un grand comédien, c'est quand j'ai embrassé ce métier, je me trouvais vraiment pas très très bon. Je dis pas que je suis bon aujourd'hui, mais je suis bien meilleur qu'au début. Et au début, je faisais ça parce que j'aimais bien tout ce qui représentait, toute l'image du comédien, tout comme j'aimais l'image du pilote. Et c'est à force de faire des films que j'ai appris à jouer. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui ça va, mais avant c'était une catastrophe. Oui. Si, moi je m'aurais jamais engagé à l'époque. Oui. Comment dire, un mot, c'est boulimique. Alors c'est vrai, boulimique de tout, mais boulimique aussi de la bouffe, boulimique de la vie au fond. Boulimique ça, c'est quelque part une urgence. Mais il y a une urgence. Oui. Enfin, il y a une urgence, oui. Enfin, chacun observe l'urgence à sa manière, mais il y a un début, il y a une fin qui est inéluctable. Et entre ces deux-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Moi, j'ai perdu une amie, j'avais 20 ans, et elle avait 20 ans. À cet âge-là, je me suis dit, au fond, tout peut s'arrêter là dans 2 secondes. J'ai pris conscience que tout ça était très éphémère. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je suis à Disneyland et je veux monter sur tous les manèges, tous les carrousels. Je veux tout essayer. Donc oui, il y a une échéance. Et c'est pour ça qu'il y a une urgence. Je suis pressé de tout faire. Parce que pour moi, chaque jour est une nouvelle vie, vraiment. On peut faire un enfant, en une journée, on peut mourir, on peut tomber amoureux, on peut faire la paix, faire la guerre. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire en une journée. C'est une vie. Donc, peut-être que demain, il n'y aura plus de demain. Donc, j'essaie de profiter d'aujourd'hui. Oui. Et le succès, d'ailleurs, à un moment, il arrive. Il est là, il y a Canal, il y a voilà, comédien à succès, etc. Mais ça ramène quand même à l'enfance. Ça vous ramène, vous revenez toujours à cette enfance. On ne quitte jamais notre enfance, je pense. Et pareil, je paraphrase Brel, on passe notre vie à revisiter notre enfance, à revisiter les rêves qu'on s'est promis. Je pense qu'on est tous, on demeure des enfants. On s'est arrêté à un certain âge, et puis on vit avec le souvenir de l'enfance, qui a été la structure fondamentale de ce que nous sommes. Et les traumas, les bonheurs qu'on a vécus dans notre enfance, on les traîne toute notre vie. Et c'est une gestion. On doit gérer ça, à mon avis, enfin à mon sens. Donc oui, il y a une boulimie parce que les enfants, ils ont envie de tout, ils ont envie de jouer. J'ai gardé cet aspect ludique des choses, de jouer avec tout ça. C'est pour ça que je joue, je suis comédien. Et la course, on joue aux petites voitures, donc je joue, bien sûr. Et la dyslexie, on s'en fait une partenaire. Ah ben, on est obligé. On ne peut pas avec un travers, avec une jambe en moins, avec des mots en moins, ou en tout cas des mots qui se bousculent, on ne peut pas s'asseoir et se dire ça va pas aller. À partir du moment où on a envie d'escalader la montagne, même si on n'a qu'une jambe, et j'en parle, j'ai un ami qui n'a qu'une jambe et qui a escaladé les plus hauts sommets, il a 17 jambes. Donc ce petit truc en moins, il faut faire un grand truc en plus. Oui, c'est vrai que faire ses mémoires en étant jeune... Mais comme ça. On m'a souvent posé la question. Mais c'est vrai. C'est plus que je parle de mes souvenirs. C'est dit dans le bouquin, c'est dire, voilà. Et enfin, si d'aucuns me demandent pourquoi commettre ce livre à un âge pas encore tout à fait avancé, je leur dirais qu'avec le temps qui passe, j'ai préféré écrire en mémoire de mes souvenirs qu'en souvenir de ma mémoire. Bien sûr. Et surtout, je trouve que écrire... Alors, c'est plus des souvenirs de vie que j'ai racontés. Donc c'est la mémoire de mes souvenirs, j'honore mes souvenirs, plus que les mémoires, c'est De Gaulle ou c'est Napoléon. Et à part des personnages historiques comme cela, je trouve qu'écrire ses mémoires quand on ne fait plus rien,
en étant retraité à 99 ans, j'ai l'impression qu'on radote et qu'on va se retourner vers son passé avec beaucoup de nostalgie, de mélancolie et qui peut être un petit peu barbant. Moi, j'avais envie d'être encore en mouvement, en activité, en racontant ça, en étant dans une certaine dynamique pour essayer de ne pas radoter. Je pense que j'ai évité la chose, l'écueil du radotage, mais oui, en fait, à l'arrivée, ça m'a beaucoup plu de me balader à travers les chemins de cette vie. Ouais, c'est dire au fond, parce que ça aussi, c'est dès le début, Voyage en absurdie, c'était le bouquin, mais dire qu'au fond, le monde, et ça c'est un regard un peu belge, hein, le monde au fond est absurde. Il faut jouer avec tout ça. Il faut s'amuser là-dedans. Le monde est absurde, la vie nous emmène quand même dans une forme d'absurdité. Tout ça pour ça, quelque part. Donc c'est vrai que je regarde les choses de biais, toujours avec un pas de côté, avec un peu de recul. Et ça m'aide déjà à voir mieux. Hein. Si vous mettez de côté, vous voyez mieux les choses. Et je les vois, à mon sens, mieux et différemment. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à prendre les choses plutôt à la légère, sauf les choses vraiment fondamentalement graves. Mais même celles-là, à un moment donné, il faut s'en dégager pour rebondir, pour revivre à nouveau. Et voilà. Mais je voulais revenir aussi sur, vous parliez de Canal+, ça a été un bouleversement dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer de nouveau certaines personnes qui m'ont fait passer de l'ombre à la lumière. Mais tard, j'avais 45 ans. À 45 ans, c'est rare de rencontrer le succès. Enfin, le succès, oui, enfin, oui, j'ai vécu ça. Donc je raconte ça aussi. Ma vie a changé à 45 ans. Et en fait, j'aime bien cette idée que les choses soient bouleversées à tous les âges de nos vies, qu'on soit surpris de ce qui peut se passer. Il y a des images comme ça que je trouve merveilleuses. Parce qu'on me demande souvent, mais alors pour toi, c'est quoi être jeune, c'est quoi être vieux? En fait, je pense que quand on est en mouvement, on demeure jeune. Entre guillemets, un homme, un couple de 80 ans qui ne fait a priori plus grand-chose, mais qui a le projet de s'habiller pour aller chercher leur baguette ou leur journal, c'est leur projet. Et ils s'habillent de beau vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres. Je trouve ça merveilleux. Ça, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes gens, ça, qui se projettent encore. Merci Stéphane. Merci à vous. En mémoire de mes souvenirs. Donc, c'est écrit sur la couverture par l'auteur du best-seller Voyage en absurdie aux éditions de l'Observatoire. Merci et puis bonne route. Encore plein de folie, plein de choses. Là, ce soir, je remonte sur les planches. Effectivement, Édouard VII. Il y a Stéphane Facot aussi qui fait partie de la distribution. Ouais. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous.